Amis de la culture, salutations et bienvenue dans votre espace culturel, le Café des Arts, le lieu où se rencontrent réalisateurs, scénaristes, dramaturges et tous ceux qui contribuent de près ou de loin au rayonnement de l'identité culturelle algérienne. Pour ce numéro du jour, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir un auteur qui nous vient de la wilaya de Mostaganem, un auteur qui a déjà 4 romans à son actif, un auteur qui varie entre fantaisie et mystique. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir avec nous. Il sera parmi nous dans un tout petit moment pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on vous dit à tout de suite, juste après ceci. De retour au plateau, mesdames et messieurs, avec notre invité du jour, l'écrivain et romancier à la plume atypique, Ramdan Grayen. Ramdan, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui au Café des Arts. Avec plaisir. Tout le plaisir est pour nous. On tenait vraiment à faire cette émission avec toi. Tu es quand même un auteur très particulier. On va aborder un peu ton style au fur et à mesure. C'est que le plus particulier, c'est qu'il y a eu comme une progression de ton style. Le premier ouvrage est assez clair, est assez structuré, etc. Ouais. Et après, on bascule de plus en plus vers du métaphysique, voire même du mystique. Ouais, tout à fait. Bon, on va en parler plus en détail. Mais tout d'abord, j'aimerais un peu parler sur cette passion de l'écriture. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi aujourd'hui ? Est-ce que c'est un besoin d'écrire aujourd'hui ? Oui, quelque part. Comme tu dis, c'est un besoin. C'est quelque chose que je peux pas arrêter de faire. C'est une façon de s'exprimer, de sortir quelque chose qui a besoin d'être dit, en quelque sorte. Oui. Que ça soit publié ou non. Publié ou non, la publication importe peu. Ce qui importe pour moi, c'est plus de faire en sorte que les histoires qui me traversent l'esprit, elles ne sont pas toutes excellentes et dignes d'être écrites, mais du moins les plus atypiques, les plus intéressantes, du moins celles qui me semblent l'être, de les coucher sur papier, de savoir qu'elles existent là, quelque part, fini. Absolument, absolument. Alors Ramdan, tu n'as pas fait d'études de littérature ? Non, du tout. Tu n'as pas été un grand lecteur au début ? Au début, du moins. Oui. Tu as fait des études de traduction ? Traduction et interprétariat, oui. Alors, pourquoi ce virage, à un moment donné dans ta vie, déjà vers la lecture, et ensuite vers l'écriture ? Eh bien, c'est que déjà, faire des études de traduction, c'est être quelque part dans le domaine de la langue. Du coup, j'ai commencé, en plus, je jonglais entre 3 langues, qui est français, anglais, arabe. Et celle où je me sentais le plus à l'aise, c'était le français. D'accord. Et plus je m'approfondissais dans cette langue, plus je découvrais que j'avais une aisance à m'exprimer, à lire. Et c'est un peu comme ça que c'est venu. Petit à petit, j'ai fait le virage, comme tu as dit, vers la lecture. J'ai commencé à découvrir d'abord une littérature assez claire. Ça se reflète un peu sur mes écrits. Oui. Ça commence d'une façon très simple, très codifiée. Tu as commencé avec les standards, on va dire. Voilà, le standard. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'approfondir, à aller vers le complexe. Et c'est un peu à ce moment-là que je me suis tellement approfondi dans la lecture que j'ai peut-être compris quelque chose ou j'ignore ce qui s'est passé, mais il y a eu la rencontre de M. Belmansour, bien sûr, comme on en a dit, comme on en a parlé la dernière fois. Ça a été une rencontre. Ça a été le déclic. Décisive. Exactement. Mais justement, raconte-nous un peu cette rencontre. Parce que quand même, elle est fascinante. Oui, c'est une rencontre où je marchais, j'étais ici à Oran, je errais littéralement d'un magasin à un autre en cherchant un objet particulier, assez atypique à offrir à une amie en cadeau d'anniversaire. Et je voulais pas un livre, je ne sais pas ce que je voulais en réalité. Je marchais et comme par hasard, je suis rentré dans une vieille librairie qui était / antique. Le gars, c'était un libraire, antiquaire, peintre, un peu auteur, même limite un peu historien. Et je suis rentré, déjà rien que l'endroit, il m'avait fasciné avant de rencontrer le gars. L'endroit lui-même, il était fascinant. J'arrêtais pas de regarder des articles, des peintures, des sculptures.
Là, je me suis bien imprégné de l'endroit, il n'y avait personne. J'ai attendu un bon moment. Et là, il est apparu, M. Ben Mansour. On a passé 30 minutes peut-être à parler, à papoter, mais c'était un moment hors du commun. Et je me rappelle, il y avait une petite sculpture qu'il avait faite. Et je me suis dit, c'est ça, c'est le cadeau que je veux. Et quand j'ai voulu le payer, il m'a dit non, je vous l'offre. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai rencontré, c'est en cherchant Ça c'est le hasard qui fait bien les choses. Exactement, et juste après, en sortant de sa librairie, je suis rentré à la cité universitaire et là, ça s'est imposé à moi. Le truc qui montait depuis, je sais pas, quelques mois, un an ou deux. Oui. Ça s'est terminé en une petite nouvelle que j'ai écrite et qui retrace un peu le moment d'errance qui s'est clos avec la rencontre de M. Ben Mansour. Ouais. M. Mansour qui s'est avéré être l'un des doyens. L'un des doyens des peintres algériens, algériens. slash un peu marin, un peu auteur, un peu sculpteur. Ouais. Et il était aussi beaucoup présent sur la scène littéraire dans les années, je sais pas, les années d'or, on va dire, 40, 50, 60. Et qui a même notamment une peinture qui est exposée à Tokyo, je crois. Oui. Ouais. Du coup, je me suis dit, voilà, j'ai rencontré une sorte de sommité, mais qui passe en filigrane, que personne ne connaît, complètement par hasard, je suis tombé sur lui. Ça, c'est le type de rencontre que tout le monde adore. Exactement. Et du coup, c'est venu comme ça. Voilà. Merci à lui. Ouais, merci beaucoup. Alors maintenant, pour revenir à cette nouvelle que tu avais écrite, est-ce que tu l'as publiée? Non. Non. Du tout. Donc ça a été beaucoup plus un besoin personnel. Voilà, c'était une découverte de moi, par moi. Ouais. Mais par contre, c'est là où, on va dire, ton destin d'écrivain s'est tracé, et c'est là où tu t'es décidé à écrire ton propre roman. À écrire, en fait, j'ai écrit après ça 2 petites nouvelles qui ne dépassent pas les 3, 4, 5 pages. D'accord. L'été d'après. En gros, ça a été, j'avais beaucoup plus de temps, j'en avais fini la première année. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, j'avais consacré mon été à écrire. Ah d'accord. Donc tu as sacrifié tout un été. Voilà. Et au lieu de parler d'un jeune homme qui part à la recherche d'un cadeau, on va dire, c'était un peu le proto-livre, la nouvelle Hadik. Et c'est de là que c'est... Ouais, et c'est là on se lance dans une quête qui a donné le livre. Le livre intitulé sobrement. Exactement, sobrement. Ouais, ton premier roman. Mon premier roman. Alors un roman assez particulier où on va suivre le parcours d'un jeune homme dont on ne connaît pas le nom, dont on ne connaît pas la nationalité, du tout, ni la temporalité de l'histoire. C'est littéralement monsieur tout le monde. Voilà. Oui, et c'est un homme qui va faire une rencontre au niveau du salon du livre. Ouais, un vieux monsieur, étrangement. Oui. Un libraire. Oui. Et qui va lui donner, justement, il va lui dire qu'il y a un roman qui t'attend quelque part. L'histoire, en fait, ça parle de 2 livres qui sont censés être un peu légendaires, que les plus grands collectionneurs du monde, les plus riches, seuls connaissent. Et le jeune homme, en quelque sorte, il avait quelque chose comme ça que le libraire a vu en lui, ou plutôt sa petite fille. Et le fait qu'elle ait vu ça en lui, elle a dit à son grand-père, écoute, le livre qui t'obsède, ce jeune homme, c'est lui qui va le trouver. Tu sais, Ramdan, quand j'ai lu ton ouvrage pour la première fois, il y a un film, bizarrement, pas un livre, un film qui m'est venu en tête, c'est La 9e porte. Ah, La 9e porte, Johnny Depp. Oui. Voilà. C'est un film, c'est le premier qui m'est venu en tête quand j'ai lu ton ouvrage, parce que c'est aussi la quête. Oui, c'est la quête d'un livre rare et légendaire en quelque sorte. C'est beaucoup plus un collectionneur, un revendeur de livres rares qui va se lancer dans une quête de livres, mais qui après va se retrouver de plus en plus passionné par cette quête, au point de le vouloir pour lui. Voilà, mais c'est surtout ça. Moi, j'ai voulu commencer du moins en étant un architecte, un auteur architecte, mais j'ai fini, au fur et à mesure des livres, des écritures, à plus devenir un jardinier. D'accord. En termes d'intrigue et même de personnages. J'ai écrit tout plein de livres où des personnages qui étaient censés être très basiques, avoir un rôle finissent par avoir une complexité dramatique. Qui font partie des personnages principaux. Parce que simplement, tu t'attaches à eux. Pas que je m'attache à eux, c'est simplement le personnage. C'est comme si c'est lui-même qui prend une certaine décision. Et en prenant cette décision, ou bien c'est moi, je me dis, ce personnage, je vais lui faire ça.
au point B. Je suis au point A. Oui. En arrivant au point B, j'ai tellement bien développé ce personnage, il s'est tellement bien éveillé en quelque sorte dans l'histoire que je me dis non, lui faire ce que j'avais prévu, ça serait illogique. Tu vois, quand quelque chose est mal écrit, un personnage qui est développé d'une certaine façon et qui agit comme un... Oui, on n'y croit pas. Voilà, on n'y croit Ça pas, lui on ressemble sent pas. que c'est forcé. Ouais. Et du coup, c'est petit à petit, je me suis retrouvé plus à développer, à cultiver, à prendre soin des... Mais j'aime beaucoup cette notion du personnage qui échappe au contrôle de son auteur. Ouais. Ça, c'est beau, ça. Ah oui, c'est magnifique. Donc c'est D'ailleurs, littéralement quand on écrit, on ne maîtrise plus rien. en maîtrise, il y a l'un des plus grands chantiers dans lequel je me suis lancé, c'est une œuvre de fantaisie que j'écris depuis bientôt plus de 13 ans que je l'ai commencé. Je développe un univers un peu à la Tolkien, qui commence par l'instant T où tout est créé par un démiurge qui amène le monde, après les humains qui viennent, les premières civilisations. C'est long en écriture, le temps que j'ai passé à l'écrire, et long aussi en termes de volume. Je ne sais pas si je dois le diviser, il doit compter 13 volumes. Aucun n'est publié. De toute façon, comme pour revenir à George R.R. Martin, généralement c'est des tomes et des tomes. Voilà, Donc, du coup. pourquoi ne pas faire pareil? Et au tout début de l'histoire, dans la genèse de cet univers, il y avait un personnage qui m'a échappé. Qui était censé être un personnage de pacotille, juste, il devait faire avancer l'intrigue. Et au fil des écritures, il est devenu l'intrigue. Alors Ramdan, pour revenir à ton premier roman, il y a un peu de toi dedans. Parce que quand on le lit quand même, on se dit, ah quand même, c'est lui. Oui, un peu. Est-ce que c'était une sorte de quête spirituelle avec toi-même, essayer de te trouver artistiquement parlant? Oui, c'est le moi mais de l'époque. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il faut mettre le livre dans son contexte. Exactement. Oui. Déjà, bon, pour ne pas spoiler la fin à nos chers téléspectateurs, bon, quand même, il n'y a pas une véritable conclusion. Il n'y a pas de livre qui va trouver, etc. On ne va pas dire exactement ce que c'est, mais quand même, on ressent avec la panache. Quand on finit le livre, il y a un sentiment positif avec lequel on sort, même si le personnage... Même si la quête n'a pas été accomplie, la quête débouche sur autre chose. Voilà, elle débouche sur autre chose, mais c'est une autre chose qui... à chaque fois, je dis, c'est plus ce dont il avait besoin que ce qu'il recherchait. Il avait plus besoin de ce genre de conclusion pour avancer dans sa vie, plutôt que de... Genre, le livre, au fait, maintenant que toi tu me parles du livre, le livre, récemment, je l'ai en quelque sorte un peu remanié, remasterisé. Et du coup, ça reste la même structure, la même ossature. C'est juste que je lui ai donné un peu plus de... Je l'ai un peu étoffé. Un peu plus de... Il y a certains personnages que j'ai jugés être assez creux, je les ai développés. La fin reste la même, mais elle est beaucoup plus consistante, on va dire. Et déjà, la fin, c'est aussi un message pour tout le monde. Tout le monde qui voudrait peut-être un jour se lancer dans l'écriture. Parce que ne cherchez pas le grand livre ailleurs. Le grand livre, peut-être, vous pouvez être l'auteur du grand livre de votre propre... Exactement. Et je trouve ça, pour un premier ouvrage, c'est un excellent point de départ, aussi pour la suite de ta carrière. Seulement, il y a une chose, il y a un point qui m'a marqué, c'est un nom. Ramon. Qui est cité à la fin. Qui est cité à la fin du livre. Et qui va constituer l'intrigue de l'ouvrage qui va suivre. Et qui est une sorte de préquel au livre. Et bon, histoire de ne pas perdre nos chers téléspectateurs, on parle bien évidemment de ton deuxième roman, Conquistador, le deuxième roman de Dan Blaine, et qui s'avère être l'ancêtre. Le préquel du livre. Exactement. Alors, est-ce que, justement, parce que c'est là, on va revenir sur les personnages qui échappent à ton contrôle, est-ce que quand justement tu explorais un peu le passé, parce qu'à un moment donné, le personnage principal de Conquistador est brièvement cité dans le livre. Oui, à la toute fin, il fait juste une apparition. Exactement. Mais est-ce que justement cette petite apparition t'a plu ou t'a marqué au point de lui consacrer tout un roman? Exactement. Au fait, il y avait une phrase qui me trottait dans la tête. D'ailleurs, j'étais ici à Oran, j'étais venu à l'université, je repartais à la maison, je conduisais un partenaire blanc à l'époque. Et il y avait cette phrase dans ma tête qui disait
l'histoire qui se cache derrière l'histoire. Chaque histoire qu'on raconte, il y a toujours, elle a un lourd passé. Certes, on ne le connaît pas. Si on s'intéresse par exemple à une histoire, ça reste ce qu'elle est. Mais il y a sûrement des choses qui lui sont rattachées. Et de cette histoire qui se cache derrière l'histoire du livre, le seul personnage qui m'est apparu être assez... qui contenait du mystère, d'où il est venu, pourquoi il a le livre, tout ça. Du coup, je me suis dit, c'est lui, c'est le vieux libraire. Encore une fois, à chaque fois, ça se termine avec de vieux libraires. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je vais finir en vieux libraire. Je ne sais pas, mais bon. Quoi qu'il en soit, c'est ce personnage que j'ai décidé, en quelque sorte, au début du moins, de développer. Mais en cours d'écriture, encore une fois, les choses nous échappent, que l'on veuille ou non. Ça commence avec l'Empire espagnol, un conquistador perdu dans le Pacifique. Mais il y a aussi une quête. Une quête. Ben justement, lui, il était parti chercher un trésor, le trésor de l'Espagne, on ne sait pas ce que c'est. Et le personnage, le vieux du livre, il apparaîtra un peu au milieu de ce roman. Mais c'est simplement, justement, je parlais de l'histoire qui se cache derrière l'histoire, c'est ça. Ce que je développe, je raconte un peu un fragment de l'histoire des livres à travers. Parce que Conquistador se concentre sur le deuxième livre que cherchait Ramon. Exactement. Du coup, c'est un peu son parcours, comment il est parti d'Europe vers l'Amérique du Sud, avant de revenir en Europe. Et j'aime aussi comment les deux livres se parlent entre eux. Pour donner un peu une idée à nos chers téléspectateurs, il y a beaucoup de détails dans le premier roman, à savoir le livre, qui peuvent paraître anodins à première lecture, mais dont il faut revenir après la lecture de Conquistador pour essayer de comprendre. Justement, j'ai adoré ça. Dans Conquistador, il y a un vieux collectionneur britannique qui s'appelait Late, je ne sais plus quoi. Et lui, au fait, il a dit à Ezio, qui est le personnage principal de Conquistador, il lui a dit, il faut voir ces deux livres comme... c'est comme s'ils se reflétaient, comme s'ils étaient le reflet l'un de l'autre. Et que l'on peut comprendre l'un sans avoir déjà l'autre. Et ça, c'est un peu ce qui a poussé Ramon à aller trouver le livre dans le premier livre, le livre. Et c'est l'histoire aussi d'Ezio. Mais Ezio, il n'était pas poussé par ce besoin de découvrir, de savoir c'est quoi le secret de ces livres. Il était plus poussé, c'était une obsession pour lui. Parce que de toute son existence, la seule chose qui est restée constante, qui est restée là, c'était ce livre qu'il avait. D'ailleurs, à un moment donné de l'histoire, il le piège en quelque sorte dans une petite cage en fer pour qu'il ne soit plus jamais ouvert. Il s'en fout de ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne l'intéresse pas. Il se lance dans cette quête pour oublier tout le reste, pour oublier les malheurs de sa vie, pour oublier tout ce qu'a été sa vie. Il veut se perdre quelque part en fait. Et ce n'est pas les mystères de ces livres qui l'intéressent, c'est plus le voyage. C'est partir, c'est là-dessus tu me tends la perche parce que le voyage est un élément central dans l'ensemble de ton œuvre en général. Je ne parle pas uniquement des deux premiers, mais de toute ton œuvre. Des personnages avancent constamment. Oui, toujours. Donc généralement, il y a toujours ce besoin de bouger, ce besoin d'aller ailleurs, ce besoin d'aller vers l'inconnu. Le mouvement, c'est la vie. Est-ce que le fait de bouger t'a influencé après dans ton style rédactionnel, on va dire? Parce qu'on voit après que, comme tu l'as dit au début, il y a une évolution. Même dans la thématique. En fait, le thème du voyage, il a un peu toujours été là. Genre, j'ai toujours un peu ressenti cet appel de l'ailleurs. De me dire que, comme on a dit l'autre fois, l'herbe est toujours plus verte à côté. Exactement. Surtout en sachant qu'on va revenir à là où on est. Il faut toujours avoir cette assurance. Dès qu'on sait qu'on va revenir où on est, on est prêt à partir explorer. En fait, je te pose cette question parce que l'ouvrage qui va suivre, à l'ouest du paradis, c'est un ouvrage beaucoup plus sombre que les deux précédents et lui par contre est beaucoup plus ancré dans le réel. Dans le réel, exactement. J'ai voulu faire ça parce que justement, que ce soit Conquistador ou le livre, bien que ce soit des œuvres imaginaires, elles sont très romancées. Mais à l'ouest du paradis, j'ai voulu parler de choses beaucoup plus terre à terre, des choses qu'on expérimente tous les jours. D'ailleurs, ça se passe ici, à Oran. Se passe ici, absolument. À Oran. Et on suivait un peu au début. Ça commence avec un personnage, Mehdi, qui reçoit un appel. Et c'est sa future fiancée qui lui dit c'est fini.
Et lui, il est un peu sous le choc Ouais, perdu. de cet appel, il est perdu. Et après, il y a quelques bandes dans le temps où je raconte des flashbacks après, et toutes leurs bandes d'amis quand ils étaient au lycée. Du coup, c'est un peu tout ça qui à travers ces personnages, j'ai voulu faire une sorte de fresque de notre jeunesse. Et ces personnages, chacun a suivi un destin différent. Bien qu'au début, ils avaient tous un peu le même point de départ. Ils étaient tous amis, bien que chacun venait d'un niveau social différent, ils avaient tous le même postulat de base. Ils étaient là, ils allaient au lycée ensemble, ils aimaient traîner ensemble. Je raconte un peu cette enfance rêvée. Je parle aussi de la ville d'Oran. Ouais, vu que c'est là que j'ai fait mes études. Exactement. Et du coup, elle m'a beaucoup marqué. Mais c'est une enfance fantasmée, on va dire. Exactement, pour des enfants, sauf pour l'un d'entre eux, qui est Hamza, lui qui vient un peu d'un quartier populaire, un peu malfamé. Ouais. J'aime beaucoup le message, plutôt la conclusion avec laquelle on ressort quand on finit la lecture de ce roman, c'est qu'il faut savourer chaque instant. N'attendez pas de dire quand j'aurai cet âge, je ferai ça, je ferai ça. Les meilleurs moments, ce sont ceux qu'on vit en ce moment même. C'est ce qui est plus important. Oui, absolument. Parce que quand on est jeune, on ne se rend pas compte. On se rend pas cette compte. insouciance. Et à une certaine période de notre vie, on devient nostalgique de cette période. Ah, si seulement je pouvais revenir à cette époque-là. Et j'aime beaucoup le fait de le rappeler à travers le roman. Regardez comment ils sont devenus. En quelque sorte, Mehdi, c'est l'incarnation de cette nostalgie. Voilà, de cette nostalgie. Oui. Il vit plus dans le passé que dans le présent. Absolument. Alors que Hamza, lui, qui a eu une enfance difficile, une jeunesse criminelle et malheureuse, il est toujours criminel, mais quand même, il a dépassé tout ça. Il est devenu une sorte de sommité. Et il le prouve à Mehdi. Ils vont, lors de soirées ou bien de virées qu'ils font ici à Oran, il passe un peu comme le prince de la ville. Exactement. Personne ne lui refuse jamais rien. Tout le monde lui fait des courbettes. Il lui dit regarde où j'en suis arrivé. Alors, on ne va pas ruiner aussi le. Voilà, on ne va pas trop roman. s'approfondir sur. J'aimerais parler un peu du dernier en date. Publié, en tout cas jusqu'à présent. Mais avant, j'aimerais parler. Parce que juste avant le tournage de l'émission, on avait parlé d'un certain auteur, cinéma, pour revenir toujours au cinéma, et qui, maintenant, en y repensant, a joué un rôle déterminant, en tout cas dans ce travail-là. L'utopie de Verdun. Andrei Tarkovsky. Tarkovsky, oui. Bon, déjà, immense cinéaste. Immense cinéaste. L'un des plus grands l'un des plus grands réalisateurs que le cinéma ait connu. Oui. Il a même révolutionné, moi je te l'ai dit tout à l'heure et je te le redis maintenant, rien que le concept de poétique cinéma, moi ça m'a retourné. C'est pas du cinéma, c'est pas de la poésie, c'est un hybride des deux, mais un hybride magnifique. Tout à fait, tout à fait. Bon, déjà, avant, quel a été ton ressenti quand tu as découvert par exemple Stalker la première fois? Stalker, la première fois, quand tu regardes un tel film, déjà la façon dont c'est écrit, c'est écrit, dont c'est filmé, Et c'est adapté d'un roman. Voilà, c'est adapté, exactement. Tout ça, plus les thèmes, les conversations. Parfois, pour faire naître dans l'imaginaire de quelqu'un, on n'a pas besoin de grands textes ou de paragraphes et de pages. Non, en fait, il y a une seule chose, 2-3 mots bien placés. Et justement, pour moi, j'ai retrouvé un peu de Tarkovsky dans l'utopie. Tu me jettes beaucoup de fleurs là. Ah oui, c'est beaucoup trop là, tu m'ensevelis. Alors, bon, déjà pour préciser, c'est ton 4e ouvrage publié, L'utopie de Verdun. Alors là, on va suivre justement un personnage qui marche. Avec un anneau accroché. Un anneau autour de la tête, autour du front, qui fait tout le tour. Une sorte d'ange. Moi, je le vois plus comme quelqu'un qui a été déchu. Oui, peut-être pas un ange, mais il a été déchu. En fait, l'anneau qu'il porte autour de la tête, c'est plus le signe de son péché, de ce qu'il a fait de mal. Parce qu'on le découvre plus tard,
Oui. Il a osé parler, il a osé dire tout haut ce qu'il pensait tout bas. Exactement. Et rien que pour ça, on l'a exilé de un, Oui. et de deux, exilé dans la souffrance et la douleur. Ouais. C'est-à-dire que cet anneau qu'il a autour de la tête et du front, on le lui a appliqué, c'était du fer rouge Oui. qu'on lui a littéralement appliqué sur le front. Il a perdu conscience et en se réveillant, il était exilé dans un monde Ouais. désert. Donc justement, la temporalité, la localisation Tout de part en l'intrigue. vrille, il n'y a plus rien qui Ouais. devient logique dans l'utopie de Verdun. Est-ce qu'il y avait un besoin de ta part, après un pavé comme Conquistador ou à l'Ouest du Paradis, de revenir vers cette littérature un peu simpliste, intimiste Justement, c'était un appel que je devais suivre, et j'ai été guidé un peu par mes lectures. J'ai découvert beaucoup d'auteurs Oui. récemment. Récemment, c'est ces dernières années. Ouais. C'est de la fantaisie, historique. C'est tout plein. Je peux citer des noms et des noms. Et à travers tout ça, toute cette quantité de livres que j'ai lus, et pas que, en fait, si on fait rentrer un peu le cinéma et tout ça, Justement, on a cité l'exemple Tarkovsky. Oui. je me retrouve avec un matériau de base brut énorme. Ouais. Et du coup, par exemple, dans l'Utopie de Verdun, il y a le soleil qui est littéralement un personnage principal. Tout à fait. Et moi, je suis beaucoup, pas passionné, mais intrigué par l'Égypte antique, notamment par Akhenaton. D'accord. Akhenaton qui est le premier à avoir parlé un peu d'un dieu qui est attend le disque solaire. Voilà. Ouais. Genre, il leur a dit, ok, on oublie tous les autres dieux d'Égypte, maintenant on est monothéiste. Ouais. Il y a Akhenaton. Ouais. Et la façon dont il décrivait, dont il parlait du soleil m'a toujours fasciné. Du coup, quand j'ai commencé à écrire l'Utopie de Verdun, Ouais. j'étais en plein exploration, on va dire, de documentaires, de bouquins, de trucs qui touchent à l'Égypte antique. Ouais. Et du coup, ça s'est en quelque sorte imposé à moi le fait que le soleil soit un personnage à part entière. Mais pas autant qu'un personnage juste Ouais, qui va interagir. voilà, Mais c'est qui beaucoup apparaît plus au quelqu'un qui va guider. c'est une voix. Ouais. C'est une voix dans la tête du personnage. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que le personnage devient fou Oui. en vrai? On ne sait pas au début. Oui. Il est là, il s'est dit, tu sais quoi, je suis perdu dans un monde où je ne peux ni mourir, ni avoir faim, ni avoir soif. Je Oui, suis et je condamné erre, à marcher. constamment. Voilà, je dois marcher, Ouais. marcher sans cesse. Ouais. Et le plus fascinant dans cet ouvrage-là, c'est que même la prose est en quelque sorte un personnage. Oui. Juste pour simplifier un peu, c'est très complexe, c'est que généralement, l'écriture ou la prose sert uniquement, elle est uniquement là dans le but de raconter, mais avec toi, non. C'est que même la manière dont tu structures le texte diffère à un C'est moment un peu donné. une clé de lecture. Oui, On comprend des choses à travers la mise en page, comment Exactement, les exactement. paragraphes sont amenés. exactement. Parce que comme par exemple les dernières pages de l'ouvrage, Ouais. on bascule littéralement vers de la poésie. C'est centré, le texte est centré, C'est centré, avec des c'est airs, aéré, etc. exactement. Donc on se dit, est-ce que c'est un véritable dialogue qu'il est en train d'avoir avec cette entité qui est le soleil, ou c'est beaucoup plus, comme tu l'as dit, une sorte de dialogue interne, une sorte de rétrospective sur justement cette utopie. L'utopie qu'il essaie d'atteindre. Exactement. Oui. Et donc, bon, je sais, peut-être que tu ne voudrais pas donner de réponse définitive à cela, mais est-ce que c'est... En fait, moi, en écrivant ça, l'utopie de Verdun, c'était dans l'histoire, Ouais. c'était un scientifique. Parce qu'à un moment donné, bien que ça commence dans un contexte complètement de science-fiction, qu'on ne s'imagine pas être, on va dire, une histoire conventionnelle, c'est un homme qui marche, qui est immortel, ça n'a rien à voir avec une histoire conventionnelle. D'accord. Mais au bout d'un moment, on découvre le passé. Le passé qui s'est déroulé un peu dans notre monde, Oui. avec un scientifique, un grand scientifique qui s'appelait Verdun. Et ce Verdun, il a fait une expérience qui a chamboulé tout, on va dire,
le monde et sa réalité telle qu'on la connaît. Et ça a créé plusieurs réalités. C'est assez science-fiction, je sais jusque-là, mais à un moment donné, lui, il a rêvé d'une utopie. Mais pas d'une seule. Il s'est dit, écoutez, je fais une découverte. Je viens de découvrir une multitude, une infinité de mondes. Pourquoi rester ici à nous entretuer, à se faire la guerre pour des idées, pour des bouts de terre? Partons, explorons ces mondes. Alors, Ramdan, pour finir, parce qu'on arrive déjà au terme de l'émission, étant donné que tu as parlé d'utopie et de zones de conflit, de guerre, etc., donc même ton histoire, bien que très surréaliste, son background est très ancré dans la réalité. Que peux-tu dire aujourd'hui sur le rôle que peut jouer l'art en général, que ce soit la littérature, le cinéma, dans la revendication, la dénonciation, voire même la provocation de réflexion sur certains sujets sensibles, notamment ce qui se passe dans les quatre coins du monde? Exactement, je pense que les artistes, ils ont un rôle à jouer, celui de challenge, un peu de bousculer l'ordre établi en quelque sorte. D'ailleurs, c'est même le destin d'un personnage dans l'Utopie de Verdun, Arcachon. Et beaucoup plus globalement, je pense que les artistes, c'est eux qui portent une sorte de flamme. Là où tout le monde s'arrête pour se consacrer, on va dire, à tout ce qui est palpable, à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est journalier, l'artiste, lui, un peu comme Tarkovsky, comme les gens qui font du cinéma mainstream, lui, qui est un véritable artiste, il prend la chose, comme on a dit, il prend du recul et il essaie d'offrir quelque chose de plus, quelque chose qui dépasse. Quand on n'a pas pris le temps de goûter à la littérature, de l'apprécier avec toutes ses subtilités, son florilège de sensations qu'elle offre, on ne peut pas vraiment comprendre. Comprendre je sais pas. Pour moi, c'est quelque chose, c'est infini comme domaine. Absolument. Et sur ces belles paroles, je te dis merci beaucoup, Ramdan. Merci à toi, Elias. Graïn, d'avoir pris le temps de prendre un café avec nous aujourd'hui. Tu viens quand même de Mostaganem, donc merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir. Avec plaisir avec nous pour parler un peu culture, parler un peu littérature, cinéma, littérature. C'est vraiment un plaisir. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de te voir dans d'autres circonstances, pour d'autres projets, Inch'Allah, d'autres belles œuvres littéraires. Il y en a qui vont venir bientôt, j'espère du moins. Moi, j'écris et je garde. Publier ces derniers temps, ça. En tout cas, compte sur nous pour être présent, pour venir les découvrir avec le plus grand intérêt. Avec plaisir. Merci à toi et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous aussi, vous êtes artiste et que vous vouliez participer à cette émission, n'hésitez pas de nous contacter via cette adresse mail qui s'affiche juste en bas de votre écran. D'ici là, prenez bien soin de vous et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.